Ils ont cassé. En tout cas, ils ne sont pas bien. Allez là même, laisser arrêter là. Ici, de venir en attente. Parce que nous, est venu. Mais c'est voilà, Massé, voilà moi. Je suis là, ramassé mon bar, ici tombé. Mon pied est déplacé. Voilà ça. Et puis on m'a sigoté même. Massé là même, là, il a poigné mon frère là-bas. Allez là, il est à l'hôpital. Voilà. Donc, boutique là même là, il a pris Massé là, il a poigné boutique là. Boutique là, il est tombé. Ils ont viré tout son magasin. Des combien de milliards. C'est pas bien. On pouvait nous prévenir d'abord avant de venir. Toutes nos nos économies, on ne sait plus où partir. Maintenant, on voulait demander à l'État, s'il vous plaît, quand vous construisez des maisons, on a fait des maisons qui sont sociales, pour qu'on puisse acheter. Parce qu'on dit même pour avoir une caution. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant. La machine est là depuis 5 heures du matin, la machine est là. Lui aussi là, Moustique aussi va nous tuer ici. On a dit merci pour tout ce qu'ils ont fait. C'est lacrymogène, ils ont jeté 6 mois dedans, on a mis poudre sur notre visage. Si on ne met pas poudre là, vous voulez pas vos bagages, vous voulez pas vos bagages, on jette. Oui, on jette même dans les maisons. Sans abri, regardez tout ici. On ne sait même pas où aller même. Parce que c'est les enfants qui sont passés les bacs, ceux qui sont passés les BPC. Ils vont prendre les résultats comment? Peut-être d'autres même ils ont perdu les papiers. Là de tortue, tout est resté en bas là-bas. Ça va être pitié mon Dieu. Moi par exemple comme ça, je ne sais pas où il a dormi. Et ça laissé un vieux père là-bas sur son habit me porté. Regarde le où. On était au travail à 10h, on est appelé pour on passe. La population en larmes. Des femmes qui s'effondrent sur ce qui reste de leur mur. Des enfants de moins d'1 an dans les bras de leurs mères épuisées, assis sur des décombres exposés au soleil, sans toit, sans rien. Des affaires éparpillées dans la poussière. Des matelas, des casseroles, des vêtements froissés jetés comme des ordures à même le sol. Ce que le monde entier vient de voir en provenance de la Côte d'Ivoire ce week-end-là, c'est une blessure que les images seules ne suffisent pas à décrire. Parce que derrière chaque maison rasée, il y a une vie entière. Derrière chaque femme en pleurs, il y a des années de sacrifices, de loyers payés, de petits commerces tenus à bout de bras, d'économies accumulées centime par centime. Et tout ça, en quelques heures, des bulldozers sont passés. Et il ne reste plus rien. Permettez-moi de vous dire quelque chose d'important avant de commencer. Ce que vous allez entendre dans cette émission, ce ne sont pas des rumeurs. Ce ne sont pas des opinions politiques. Ce sont des faits. Des faits documentés, des faits visibles à l'œil nu, des faits que les images qui ont fait le tour du monde ce week-end viennent confirmer avec une brutalité qui dépasse les mots. Et moi, en tant que journaliste, mon travail c'est de vous dire la vérité telle qu'elle est, sans fioriture, sans complaisance et sans peur. Alors parlons d'Abidjan, parlons de ce qui se passe dans les communes de cette ville depuis plusieurs années. Parlons de ces familles ivoiriennes qu'on chasse de chez elles. Des familles qui n'ont pas reçu de préavis, des familles qui n'ont pas eu le temps de protéger leurs biens, des familles qui se retrouvent à dormir dehors, sous les étoiles, parce que quelqu'un quelque part a décidé que leur maison, leur quartier, leur parcelle n'existaient plus. Et quand je dis quelqu'un quelque part, je ne parle pas d'un fantôme. Je parle d'un homme qui dirige ce pays depuis 2011. Je parle d'Alassane Dramane Ouattara. Mais avant d'aller plus loin dans l'analyse politique, je veux que vous regardiez les images. Je veux que vous les regardiez vraiment, parce que ces images, elles parlent. Elles parlent d'un homme qui vient de voir sa maison détruite, une maison qu'il n'avait pas encore fini de payer. Il dit simplement, voix brisée, je sais même plus si je vis ou si je survis. Dieu est mon témoin, je ne sais pas si je vis ou si je vis pas. Ces mots-là prononcés dans la douleur la plus profonde, c'est pas du cinéma, c'est la réalité quotidienne de centaines de milliers d'Ivoiriens aujourd'hui. Et il y a cette femme, une femme forte qui se tient debout devant les ruines de ce qui était son église. Et elle dit avec une dignité qui vous brise le cœur que ce matin, sans aucun avertissement, l'église a été détruite. Elle dit, chez nous tout est grâce. On remercie le Seigneur qui nous a donné la vie. La vie continue. Cette femme qui vient de tout perdre, elle remercie Dieu. Et moi je vous dis, cette femme a plus de grandeur d'âme dans ses larmes que certains dirigeants dans tout leur palais. Et puis,
il y a cet homme, ce monsieur dont je ne vais pas citer le nom parce qu'il faut protéger les gens, qui explique simplement que son beau-frère est venu en voiture pour l'aider. Il dit, il n'a même pas encore mangé aujourd'hui, wallahi. Vous entendez ça? Un être humain, en 2024, dans ce pays qui se réclame de la modernité, qui n'a pas mangé parce que Bulldozer lui a tout pris ce matin. Alors, la question que tout le monde se pose, la question que vous vous posez en ce moment même, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on détruit les maisons des gens comme ça, sans préavis ou avec des préavis fantômes que personne ne reçoit vraiment? Pourquoi est-ce que des bébés de moins d'1 an se retrouvent dehors en pleine chaleur ivoirienne? Pourquoi est-ce que les Ivoiriens dans leur propre pays subissent cette violence d'État qui s'appelle la démolition forcée? Pour répondre à cette question, il faut remonter le fil, il faut remonter très loin. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas tombé du ciel. Ça a une histoire, ça a des responsables. Et il serait irresponsable de ma part de vous parler des conséquences sans vous parler des causes. Voici donc l'histoire d'un homme qui n'est pas né en Côte d'Ivoire. Un homme qui a été accueilli dans ce pays à la fin des années 80, à l'époque où le président Félix Houphouët-Boigny régnait encore sur ce pays comme un patriarche. Un président vieillissant qu'on avait convaincu que cet homme, cet économiste formé dans les grandes institutions financières internationales, était un génie capable de redresser les comptes d'un pays qui traversait la crise des termes de l'échange. C'est dans ce contexte qu'Alassane Dramane Ouattara fut introduit en Côte d'Ivoire. Mais qui est vraiment cet homme? D'où vient-il? Et surtout, qu'a-t-il fait à ce pays depuis qu'il y a mis les pieds? Voilà les vraies questions. Et j'allais dire les réponses vont vous surprendre. Mais en réalité, pour beaucoup d'entre vous, elles ne surprendront pas. Elles vont confirmer ce que vous avez toujours senti, toujours pressenti, sans toujours avoir les mots pour le dire. Alassane Dramane Ouattara est un ressortissant d'un pays d'Afrique de l'Ouest. Il a grandi, a été formé et a fait carrière dans les grandes institutions financières mondiales. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, des institutions qui ont été, ne l'oublions pas, les instruments les plus redoutables du pillage organisé du continent africain depuis les indépendances. Ces institutions qui arrivent dans un pays africain avec leur mallette de conditions, leur plan d'ajustement structurel, leurs prescriptions économiques habillées en aide, mais qui en réalité servent à transférer les richesses des pays du Sud vers les pays du Nord. C'est dans ce moule qu'a été formé Alassane Ouattara. C'est dans cette école de pensée qu'il a grandi professionnellement. Et quand il a été placé en Côte d'Ivoire, il n'a fait qu'appliquer ce qu'il avait appris, démanteler ce qui fonctionnait, privatiser ce qui rapportait et ouvrir grand les portes aux appétits des capitaux étrangers. Mais voici quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas ou ont oublié. Avant d'être placé en Côte d'Ivoire, cet homme s'était vu proposer un poste de ministre de l'économie dans son pays natal. C'était au début des années 80, sous la présidence du capitaine Thomas Sankara, ce dirigeant burkinabé qui allait devenir une icône de la révolution africaine. Sankara avait voulu ce technocrate à ses côtés pour aider à construire l'économie d'un pays nouveau, libéré du joug colonial. Ouattara avait refusé. Il avait refusé de servir son propre pays. Il avait décliné l'invitation de Sankara. Et pour quelle raison? Parce qu'on ne peut pas être à la fois au service de l'Afrique authentique et au service du système qui l'étouffe. Ouattara avait fait son choix. Et ce choix, il l'a fait tôt. Imaginez la scène. Un pays africain, le Burkina Faso à l'époque encore appelé Haute-Volta, en train de se transformer sous l'impulsion d'un leader visionnaire. Et cet homme qu'on appelle pour participer à cette transformation, cet homme qui a bénéficié d'une bourse de ce même pays pour faire ses études, cet homme dit non. Il préfère aller servir les intérêts du FMI ailleurs. Il préfère aller s'installer dans un pays voisin qui n'est pas le sien, avec une mission que lui et ses mandataires connaissent très bien, mais que les Ivoiriens, eux, ne connaissent pas encore. Voilà, c'est là que commence l'histoire. Et c'est là que commence le malheur de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à partir de la fin des années 80, quand Ouattara s'installe en Côte d'Ivoire avec les outils du FMI dans sa sacoche, il va mettre en application une politique économique d'une brutalité sans précédent. Une politique de privatisation massive. L'eau privatisée, l'électricité privatisée, le pétrole, les marchés publics, les grands fleurons de l'économie ivoirienne, livrés les uns après les autres à des investisseurs étrangers, français pour l'essentiel, moyen-orientaux pour une partie, et quelques proches du régime qui se sont enrichis grassement au passage. Mais le problème économique, aussi grave soit-il, n'est que la surface des choses. Parce que ce que cet homme a fait en Côte d'Ivoire va bien au-delà de la politique économique.
Il a semé la division au cœur même de la société ivoirienne. Il a fracturé l'identité nationale ivoirienne. Et voici comment. En 1991, étant Premier ministre d'Houphouët-Boigny, il prend une décision qui allait embraser la Côte d'Ivoire pour les décennies suivantes. La création de la carte de séjour pour les étrangers africains. Cela peut paraître anodin dit comme ça. Une carte de séjour, c'est banal dans beaucoup de pays. Mais dans le contexte ivoirien, où des millions de Maliens, de Burkinabés, de Guinéens, de Sénégalais vivaient aux côtés des Ivoiriens depuis des générations, parfois depuis plusieurs générations, la carte de séjour est devenue un instrument de violence sociale. Parce que du jour au lendemain, on a demandé à des gens qui étaient nés en Côte d'Ivoire, dont les parents étaient nés en Côte d'Ivoire, dont les grands-parents avaient travaillé les mêmes champs, les mêmes marchés, les mêmes ateliers que leurs voisins ivoiriens, on leur a demandé de prouver qu'ils avaient le droit d'être là. Et au passage, parce que certains noms du nord ivoirien ressemblaient à des noms burkinabés ou maliens, des Ivoiriens de souche pure ont été embarqués dans ce filet. Humiliés, sommés de prouver une ivoirité qu'ils n'avaient jamais eu à prouver avant. Et c'est ça qui a créé la fameuse crise de l'ivoirité. Cette crise que tout le monde connaît. Cette crise qui a déchiré le tissu social ivoirien pendant des années. Cette crise qui a opposé le nord et le sud, les autochtones et les allogènes, les nationaux et les étrangers. C'est Alassane Ouattara qui a allumé cette mèche. Et le plus diabolique dans tout ça, c'est qu'après avoir allumé la mèche, il s'est présenté comme la victime de l'incendie. Vous avez bien entendu. Il crée la carte de séjour. La carte de séjour crée les tensions sur l'identité. Les tensions sur l'identité touchent les gens du Nord qui portent des noms à consonance étrangère. Et lui se présente comme l'homme du Nord. L'homme persécuté, l'homme exclu, le candidat rejeté par la politique d'ivoirité. Quelle subtilité diabolique. Il organise le chaos et il récolte les bénéfices politiques du chaos qu'il a organisé. Ce schéma, vous allez le retrouver tout au long de l'histoire d'Alassane Ouattara. C'est sa signature, c'est son mode opératoire. Créer le problème, se positionner comme victime du problème et utiliser le problème pour avancer ses pions. Continuons l'histoire. Nous sommes en décembre 1993. Le président Houphouët-Boigny vient de décéder. La constitution est claire. C'est le président de l'Assemblée nationale, Henri Konan Bédié, qui doit assurer l'intérim. L'article 11 de la constitution ivoirienne est sans ambiguïté là-dessus. Mais Ouattara, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Premier ministre en exercice, il va aller voir le chef d'état-major des armées, le général Robert Gueye. Il va aller voir le secrétaire général du PDCI, Laurent Dona Fologo. Il leur demande avec tout l'aplomb du monde de violer la constitution, de faire en sorte que ce soit lui, Ouattara, qui succède à Houphouët-Boigny. Ça ne fonctionne pas. Bédié s'installe légitimement au pouvoir. Mais cet épisode vous dit quelque chose d'essentiel sur le personnage. Il n'a jamais eu le moindre respect pour les règles. Il n'a jamais eu le moindre respect pour les constitutions, pour les lois, pour l'ordre institutionnel. Ce qui compte pour lui, c'est le pouvoir. Et le chemin pour y arriver, qu'il soit légal ou illégal, peu lui importe. 1999. Décembre. Le général Robert Gueye renverse le président Bédié par un coup d'état militaire. Et là, il faut ouvrir les yeux, parce que ce coup d'état n'est pas tombé du ciel lui non plus. Les hommes de la garde personnelle d'Alassane Ouattara ont joué un rôle dans l'ébranlement du dispositif militaire qui a précédé ce coup d'état. Gueye a servi de façade. Mais derrière, les fils remontaient vers Ouattara. Le général Gueye, une fois au pouvoir, a voulu rester au pouvoir pour lui-même. Et là, Ouattara a décidé qu'il fallait éliminer Gueye. C'est ce qu'on va appeler le complot du cheval blanc en l'an 2000, quand la résidence de Robert Gueye a été attaquée par des hommes d'Alassane Ouattara. Gueye a survécu cette fois-là, mais 2 ans plus tard, en 2002, dans les convulsions du coup d'état manqué, Robert Gueye trouvera la mort. Laurent Gbagbo a gagné l'élection contre Gueye. Il s'installe au pouvoir en octobre 2000. Et dès ce moment-là, Ouattara exclut de l'élection en vertu de l'article 35 de la Constitution qui exigeait que les 2 parents d'un candidat à la présidence soient ivoiriens commencent son travail de sapé. Dès octobre 2000, il cherche à renverser Gbagbo. Il essaie de forcer la tenue d'une nouvelle élection où il pourrait cette fois participer. La Côte d'Ivoire va entrer dans une spirale de violence politique qui ne s'arrêtera pas. Janvier 2001, le coup d'état de la Mercedes noire. C'était encore lui. C'était encore sa garde, incarnée cette fois par Ibrahim Koulibaly, dit IB. L'attaque échoue. 2002.
Coup d'État coordonné cette fois sous l'aile de Guillaume Kigbafori Soro, alors secrétaire général des Forces Nouvelles. Soro qui depuis lors a compris le rôle qu'on lui avait fait jouer. Soro qui en a tiré les leçons au prix fort. Soro qui sait mieux que quiconque aujourd'hui ce qu'il en coûte d'avoir fait confiance à cet homme. Je vous dis tout ça pas pour faire un cours d'histoire. Je vous dis tout ça parce que les maisons qu'on détruit aujourd'hui à Abidjan, les familles qu'on jette à la rue aujourd'hui, elles sont le résultat direct de cet enchaînement historique. La Côte d'Ivoire qu'on voit saigner aujourd'hui, ce n'est pas une Côte d'Ivoire qui saigne par accident. C'est une Côte d'Ivoire qui saigne parce qu'on lui a infligé, depuis des décennies, des blessures soigneusement organisées. Et l'homme au centre de ces blessures, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et là, je m'arrête une seconde pour vous poser une question. Imaginez quelqu'un qui arrive chez vous comme invité. Vous l'accueillez, vous lui donnez à manger, vous lui offrez un toit. Et cet invité, au lieu de vous aider à défendre votre maison, commence à encasser les murs de l'intérieur. Il vole dans les placards. Il sème la discorde entre vos enfants. Et quand vous essayez de le faire partir, il appelle des gens de l'extérieur pour vous renverser chez vous. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est comme ça qu'un invité doit se comporter dans la maison qu'il a accueillie? Non. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Celui qui vous parle n'est pas ivoirien de naissance. Je suis camerounais de père et de mère, fils adoptif de plusieurs nations africaines, dont la Côte d'Ivoire. Et justement parce que je ne suis pas né là-bas, je comprends mieux que quiconque ce que représente le fait d'être accueilli dans un pays. Ça crée une responsabilité, ça crée une dette de gratitude, ça vous oblige à défendre ce pays, à le respecter, à en prendre soin, pas à en devenir le prédateur, pas à en devenir le fossoyeur. Mais Ouattara, lui, a fait le contraire. Depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, ce pays n'a pas connu un seul moment de paix véritable. Depuis 1989, chaque crise, chaque déstabilisation, chaque coup d'État, chaque effusion de sang a, d'une manière ou d'une autre, sa signature. Et aujourd'hui, en 2024, alors qu'il est président, ce qu'il fait aux Ivoiriens, c'est de les chasser de leur propre sol. C'est de démolir leurs maisons. C'est de laisser leurs enfants dormir dehors. Et voici ce qui rend cette situation encore plus absurde, encore plus scandaleuse. Cet homme, Alassane Ouattara, a lui-même été chassé de Côte d'Ivoire à plusieurs reprises dans sa vie. Il a lui-même vécu l'expérience d'être expulsé, délogé, et l'État de Côte d'Ivoire, dans sa grande bonté, sous la présidence de Laurent Gbagbo, a non seulement permis à cet homme de recouvrer ses droits, mais a même financé la reconstruction de sa maison. On a payé pour lui reconstruire sa maison. Et aujourd'hui, cet homme détruit les maisons des autres. C'est ça la réalité. C'est ça qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre sur la mécanique du pouvoir de cet homme. Pour comprendre pourquoi il agit comme il agit, pourquoi il traite les Ivoiriens comme il les traite, il faut comprendre qui il est vraiment, dans quel système de valeurs il évolue, à quoi il croit fondamentalement. Et là, il faut parler de l'état civil. Parce que l'état civil d'Alassane Ouattara, c'est l'un des mystères les plus fascinants et les plus révélateurs de l'Afrique politique contemporaine. Cet homme a 3 actes de naissance. 3. Dans la même vie. Un coup dans la région de Bobo-Dioulasso. Un autre dans la région de Sindou. Un 3e soi-disant à Dimbokro. Et à chaque fois, c'est le 1er janvier. Comme si cet homme attendait le début de chaque nouvelle année pour naître dans un endroit différent. Vous avez déjà vu ça dans votre vie? Un être humain qui naît 3 fois. Même Jésus-Christ n'est né qu'une fois. Il a été ressuscité, certes, mais il n'est né qu'une seule fois. Alassane Ouattara, lui, a battu un record que même la théologie n'avait pas prévu. 3 naissances, 3 actes de naissance officiels, 3 versions différentes de sa propre existence. Et cet homme est président d'un pays. Un pays où des millions de citoyens ont du mal à obtenir un seul acte de naissance. Un pays où des familles entières n'ont pas accès aux services d'état civil. Et le président de ce pays, lui, en a 3. Ce n'est pas un détail anodin, ce n'est pas une question administrative secondaire, c'est au cœur de la crise ivoirienne. Parce que c'est cette question de l'identité, c'est cette question de qui est vraiment ivoirien, cette question des papiers et des origines, que l'homme qui règne sur la Côte d'Ivoire a lui-même instrumentalisé pour accéder au pouvoir. Lui qui a 3 actes de naissance, lui dont personne dans les années où il est arrivé en Côte d'Ivoire ne savait vraiment qui il était. Lui dont l'intégration dans la nationalité ivoirienne s'est faite dans des conditions que les historiens et les juristes auront encore beaucoup à dire.
Et pendant que lui avait ses 3 actes de naissance, ses 3 versions de lui-même, les Ivoiriens ordinaires, eux, se retrouvaient à devoir prouver leur ivoirité, se retrouvaient à être arrêtés dans la rue, à être humiliés au barrage policier, à être traités d'étrangers dans leur propre pays à cause d'une carte de séjour que cet homme avait lui-même créée. Quel niveau de cynisme faut-il atteindre pour faire ça? Parlons maintenant du bilan économique, parce que c'est aussi ça la vérité qu'on ne dit pas assez fort. Depuis qu'Alassane Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire, qu'il soit Premier ministre ou président, le peuple ivoirien ordinaire n'a pas vu sa vie s'améliorer fondamentalement. Oui, il y a eu des routes construites. Oui, il y a eu des ponts. Oui, il y a eu des chiffres de croissance qu'on brandit fièrement dans les conférences économiques internationales. Mais pendant ce temps, dans les quartiers d'Abidjan, dans les communes populaires, dans les villages de l'intérieur du pays, les gens continuent de vivre dans une précarité profonde. Les gens continuent de ne pas avoir accès à une eau potable digne. Les gens continuent de payer leur électricité à des prix qui correspondent à aucune réalité de leurs revenus, parce que l'eau et l'électricité ont été privatisées. Il faut parfois qu'une image arrive pour que le monde réalise ce que des mots répètent depuis des années. Ces images-là, celles qui sont sorties de Côte d'Ivoire ce week-end, elles ont fait ce travail. Elles ont montré ce que les discours officiels cachent soigneusement. Elles ont mis à nu une réalité que les conférences de presse du gouvernement d'Abidjan tentent de maquiller derrière des statistiques de croissance et des inaugurations de ponts. La réalité, la voilà, des familles à la rue, des nourrissons dans la poussière, des mères qui hurlent en silence face à ce qu'était leur maison il y a quelques heures, des hommes debout devant des décombres, hébétés, cherchant dans leurs yeux une explication que personne ne leur a donnée. C'est ça la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Pas la Côte d'Ivoire des grands hôtels d'Abidjan Plateau. Pas la Côte d'Ivoire des inaugurations en grande pompe où on coupe des rubans devant des caméras avec des costumes impeccables. La vraie Côte d'Ivoire. Celle des gens ordinaires, celle des commerçants du marché, des petits mécaniciens, des mères de familles nombreuses, des tailleurs, des vendeurs ambulants, des couturières, des maçons. Ces gens-là, ceux dont les maisons sont rasées, ceux dont les vies sont pulvérisées. Mais je veux aller plus loin aujourd'hui. Je veux aussi vous parler de quelque chose que la plupart des analyses évitent. Je veux parler de la question des premiers ministres. Parce que dans l'histoire politique ivoirienne récente, il y a un fait qui n'a pas d'équivalent sur le continent africain. Jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, jamais dans l'histoire de l'Afrique contemporaine, un chef d'État n'a perdu autant de premiers ministres sous son mandat. Et quand je dis perdu, je ne veux pas dire démis de leur fonction, je veux dire mort. Prenez Amadou Gon Coulibaly. Cet homme était le dauphin désigné d'Alassane Ouattara, le candidat pressenti du RHDP pour l'élection présidentielle de 2020. Un homme qui avait une santé fragilisée depuis longtemps, qui souffrait d'une pathologie cardiaque sérieuse, qui venait de subir une opération à cœur ouvert à l'hôpital américain de Paris. Une intervention lourde. Une intervention après laquelle tous les médecins sérieux, tous les spécialistes que vous pouvez consulter vous diront la même chose. Un tel patient doit se reposer minimum un an. Il doit cesser toute activité stressante. Il doit être ménagé. C'est la règle médicale de base. Mais Alassane Ouattara s'en est moqué. Il a forcé cet homme, Amadou Gon Coulibaly, à rentrer à Abidjan avec ses fils de suture qui pendaient encore sur sa poitrine. Il l'a forcé à jouer le candidat, à faire campagne, à se montrer, à tenir des meetings, à supporter le poids d'une campagne présidentielle dans un pays tropical, avec une chaleur écrasante, avec des emplois du temps impossibles, avec le stress politique que tout candidat dans ce contexte connaît. Et cet homme est mort. Il est mort en direct, devant ses proches, devant son entourage. Et ce décès a fourni à Ouattara exactement l'alibi dont il avait besoin. Parce que là, Ouattara a sorti l'argument imparable. Mon candidat est mort. Il n'y a personne d'autre dans le RHDP qui soit à la hauteur. Il n'y a personne d'autre qui puisse porter les couleurs du parti. Donc je suis obligé de me présenter moi-même. Voilà comment il a violé la constitution ivoirienne qui lui interdisait de se représenter pour un 3e mandat. Voilà comment un homme est mort pour que son patron puisse rester au pouvoir. Et personne n'ose dire ça à voix haute. Mais c'est la réalité. Macron lui-même, ce président français que certains appellent le chef de la junte néocolonialiste, a confirmé cette logique en disant publiquement que le décès du candidat constituait une circonstance exceptionnelle qui justifiait le maintien d'Ouattara dans la course. Voilà.
Même le patron de l'Élysée est venu couvrir cette manœuvre politique qui a coûté la vie à un homme. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a eu un deuxième premier ministre, Ahmed Bakayoko. Cet homme, certes controversé dans sa vie personnelle et professionnelle, avait une ambition. Après la mort de Gon Coulibaly, il avait voulu se positionner pour être le candidat du RHDP, pour être celui qui succéderait à Ouattara. Il voulait être le prochain. Et cette ambition-là, dans la logique du clan qui dirige la Côte d'Ivoire, c'est une faute impardonnable. On n'ambitionne pas de remplacer le chef quand le chef n'a pas encore décidé de partir. Ahmed Bakayoko est mort d'un mal foudroyant, un cancer fulgurant, dit-on officiellement. Mais avant de rendre l'âme, cet homme a dit quelque chose que ses proches ont entendu. Il a dit, dans ce qui était son dernier soupir, une phrase courte et terrible. Ils m'ont eu. 3 mots. Ils m'ont eu. À qui faisait-il référence? Qui sont ces îles dont il parlait dans ces derniers instants? La réponse, beaucoup la connaissent à Abidjan. Les rues d'Abidjan la murmurent depuis lors. La théorie de la fiole, comme on l'appelle. Parce que dans ce pays, dans ce clan, quand vous devenez gênant, il existe des méthodes discrètes pour vous éliminer. Et Ahmed Bakayoko, dans son dernier souffle, a pointé quelque chose que personne n'a voulu entendre officiellement. Ces 2 hommes sont morts. 2 premiers ministres d'Alassane Ouattara sont morts. Et je ne parle même pas des autres. Je ne parle pas des ministres disparus. Je ne parle pas des préfets éliminés. Je ne parle pas de tous ceux qui ont croisé la route du clan et qui ne sont plus là pour en parler. Si on devait dresser la liste complète des gens qu'Alassane Ouattara a laissés sur le carreau dans son ascension au pouvoir et dans son maintien au pouvoir, on devrait décréter un deuil national d'au moins 3 mois en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité documentée. Et cette culture de l'élimination, elle ne touche pas que les proches devenus gênants. Elle touche aussi les opposants. Elle touche aussi les journalistes courageux. Elle touche aussi les militaires qui n'ont pas voulu plier. Elle touche aussi les hommes d'affaires ivoiriens qui ont refusé de se soumettre. La Côte d'Ivoire d'Ouattara, c'est un pays où la liberté d'expression est une illusion, où la presse indépendante est harcelée, où les opposants sont emprisonnés ou forcés à l'exil, où les juges rendent les verdicts qu'on leur dicte. Et dans ce contexte, qui va défendre les familles dont les maisons sont rasées? Qui va porter leur cas devant les tribunaux? Qui va obliger le gouvernement à rendre des comptes sur ces démolitions? Personne. Parce que le système judiciaire est aux ordres. Parce que les avocats qui voudraient défendre ces familles savent ce qu'il en coûte de s'opposer au pouvoir. Et parce que les familles elles-mêmes, épuisées, traumatisées, privées de toit et parfois de nourriture, n'ont ni le temps ni les ressources pour mener des batailles judiciaires. Voilà la mécanique de l'oppression. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut nommer clairement. L'oppression ne fonctionne pas que par la violence directe. Elle fonctionne aussi par l'épuisement, par la création d'un état de survie permanente dans lequel les victimes sont tellement absorbées par leurs problèmes immédiats, trouver à manger, trouver un abri pour la nuit, protéger leurs enfants, qu'elles n'ont plus ni l'énergie ni la capacité de résister, de s'organiser, de se battre pour leurs droits. C'est ça le génie cruel du système Ouattara. Ce n'est pas un despote qui torture dans des cachots sombres, même si ça arrive aussi. C'est un système qui détruit les conditions matérielles d'existence des gens pour les maintenir dans une dépendance et une vulnérabilité perpétuelle. Quand vous n'avez plus de maison, quand vous avez tout perdu, quand vos enfants ont faim, vous ne pensez pas à la politique. Vous pensez à survivre. Et pendant que vous pensez à survivre, le pouvoir fait ce qu'il veut. Alors parlons maintenant de ce que les Ivoiriens peuvent faire. Parlons de la résistance, parlons de l'espoir, parce que cette émission ne serait pas complète si je me contentais de décrire le problème sans esquisser des pistes de solution. La première chose à faire, c'est de nommer clairement ce qui se passe, ne pas accepter les euphémismes, ne pas parler de déguerpissement comme si c'était un terme neutre, comme si c'était un phénomène naturel comme une pluie ou un tremblement de terre. C'est une politique délibérée, une politique qui a des responsables. Et ces responsables doivent être nommés. Alassane Dramane Ouattara et son clan sont responsables de la souffrance de ces familles. C'est dit, c'est clair, et c'est la vérité. La deuxième chose, c'est de s'organiser. Les familles victimes de démolition doivent s'organiser collectivement, pas individuellement, collectivement. Parce qu'une famille seule contre un État, ça ne peut pas gagner, mais des dizaines, des centaines, des milliers de familles organisées qui parlent d'une seule voix,
qui documentent leur cas, qui contactent les médias, qui interpellent les organisations de défense des droits humains, qui parlent aux avocats courageux, qui s'adressent aux instances africaines et internationales, ça peut changer les choses. Et il y en a des organisations africaines et internationales qui travaillent sur ces questions. Il y a des juristes qui documentent les violations du droit au logement. Il y a des organisations de défense des droits humains qui publient des rapports sur la situation en Côte d'Ivoire. Ces rapports existent, ces données existent et chaque nouvelle image, comme celle que le monde a vue ce week-end, vient alimenter un dossier qui grossit. La troisième chose, c'est la conscience politique. Les Ivoiriens doivent comprendre que ces démolitions ne sont pas un accident de parcours dans un régime globalement bien intentionné. Ces démolitions sont cohérentes avec tout ce que ce régime a toujours été. Ce régime qui est arrivé au pouvoir par les armes étrangères. Ce régime qui n'a jamais respecté la Constitution. Ce régime qui emprisonne ses opposants et exile ses critiques. Ce régime qui a organisé le pillage de l'économie d'État. Ce régime qui a concentré le pouvoir dans les mains d'un clan. Ces démolitions en sont la continuité logique. Et il faut que les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, ceux du Nord comme ceux du Sud, ceux du RHDP comme ceux du FPI, ceux qui ont voté Ouattara par conviction, comme ceux qui l'ont soutenu par peur ou par intérêt, il faut que tous ces Ivoiriens regardent les images de ces familles à la rue et se posent une seule question. Est-ce que c'est ça que je voulais pour mon pays? Est-ce que c'est ça le Côte d'Ivoire que j'ai rêvé? Est-ce que c'est ça l'avenir que je veux pour mes enfants et pour les enfants de ces familles-là? Parce que la Côte d'Ivoire est un grand pays. Un pays béni par Dieu en richesse naturelle. Un pays avec un des sols les plus fertiles d'Afrique. Un pays avec un accès à la mer. Un pays avec une population jeune, dynamique, créative, travailleuse. Un pays qui a tout pour réussir. Et il ne lui manque qu'une chose pour réussir vraiment, pour que ces richesses profitent à tous ses enfants. Un leadership à la hauteur. Un leadership qui soit au service du peuple et non au service d'un clan. Un leadership qui construise et non qui détruise. Permettez-moi de vous parler maintenant de quelque chose d'important. De cette femme qui se tenait debout devant les ruines de son église et qui remerciait Dieu. Je vous ai parlé d'elle au début. Je veux y revenir parce que cette image me poursuit. Cette femme a perdu son lieu de culte.